Echoes Studio. Bah ça y est, on y est. On enregistre cet épisode qui va sortir assez vite d'ailleurs. Je pense qu'on va le faire passer devant la pile parce que j'aimerais bien qu'il sorte avant l'été. C'est sûr. Ce serait quand même pas mal. Donc on sort un épisode sur un autre podcast que j'ai commencé à animer qui s'appelle Changemaker Stories. On a sorti un épisode sur les apéros responsables avant l'été. Et là, sur The Big Shift, on sort un nouvel épisode avant l'été aussi, mais sur les déplacements, sur les voyages low carbone. Et pour ça, je suis avec Benjamin Martini. On a eu Valentin Martini sur le podcast il y a quelques mois. Bah, c'est le frérot. C'est exactement mon frère. Et donc aujourd'hui, on va parler de voyage low carbone parce que déjà t'as été influenceur voyage, tu l'es toujours influenceur voyage sur les réseaux depuis quelques années. Et en plus de ça, maintenant, t'as monté un projet qui s'appelle Ourail qui permet de faciliter les déplacements lointains low carbone pour partir en vacances. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu? Tu le feras mieux que moi, je pense. Carrément. Donc moi, carrément c'est mieux que moi. Benjamin. On me connaît plus sous le nom de Tolt sur les réseaux parce que c'est mon nom d'artiste, on va dire. Pseudo. Voilà, c'est mon pseudo. Ça va faire 9 ans que je fais ce métier de créateur, youtubeur, instagrammeur, vous l'appelez comme vous voulez. Au début, je m'appelais beaucoup plus réalisateur parce que je me montrais très peu. Je faisais vraiment des vidéos pour mettre en avant des destinations sans trop me montrer. Mais après, c'est vrai que j'ai été obligé de me mettre un peu plus en scène pour que les gens s'attachent quand même à un personnage. Et donc, ça fait 8-9 ans que je fais ce métier. Et à l'été 2019, après avoir beaucoup pris l'avion, je me suis dit, on va peut-être arrêter les bêtises. J'ai plus envie déjà, pour mon empreinte personnelle, j'ai plus envie de prendre l'avion, j'ai plus envie que ce soit professionnellement ou personnellement. Et aussi, j'ai plus envie d'alimenter cet imaginaire selon lequel on aurait besoin de partir loin pour passer des bonnes vacances. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter de prendre et promouvoir l'avion. Et ça a été effectif en 2020. J'avais prévu une année de transition. Justement, l'année 2020, je pensais que ça allait être un peu l'année où j'allais peut-être garder 2-3 projets avec de l'avion. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même la moitié de mes revenus qui dépendaient de compagnies aériennes. Donc forcément, c'était pas une décision anodine. Et je me suis dit, tu te laisses l'année 2020 pour faire ta transition. Et si tu vois que financièrement, c'est quand même, que tu as besoin de faire 2-3 voyages en avion, tu le fais. Et finalement, en fait, le Covid a réglé le problème très rapidement. Si bien que le dernier avion que j'ai pris, en fait, c'était en mars 2020, justement parce que j'ai dû rentrer un peu en catastrophe d'Ukraine, parce que les frontières étaient en train de fermer à cause du Covid. C'était un projet justement sur lequel je bossais depuis plusieurs mois pour voyager en train, à la base jusqu'en Iran, mais à l'époque l'Iran était foyer épidémique, donc on a dû changer de destination finale. On est parti en Ukraine, et voilà. Et donc on a réussi à aller jusqu'en Ukraine, mais là on a vu pas mal d'infos comme quoi les frontières fermaient, et donc on s'est dit que voilà, il fallait rentrer un peu en catastrophe. Et depuis, j'ai plus pris l'avion, et franchement, ça me manque pas du tout. Et bref, tout ça pour dire que là, il y a 3 mois, j'ai lancé Ourail, qui est effectivement un peu l'aboutissement de ce pivot vers le voyage bas carbone, puisque c'est un média qui a pour mission de faciliter les voyages sans avion. Et je précise que c'est un média qu'on veut collaboratif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens qui nous suivent soient des followers ou des utilisateurs. On veut que les gens qui suivent notre contenu, après, se l'approprient et deviennent des ambassadeurs du voyage bas carbone. Parce que je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre assez de monde si on ne s'y met pas tous. Je vais commencer à pouvoir avoir quelques contributions alors dans les prochains mois. Super content à propos de ça. Avant, c'était quoi en gros? Tu dis donc les compagnies aériennes qui étaient tes principales sources de revenus, c'était tes voyages préférés. Qu'est-ce que tu faisais comme type de contenu? Tu faisais quoi un peu? Alors en fait, j'ai commencé en lançant une série qui s'appelle Don't Go To, qui était une série où l'idée c'est d'opposer un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur des pays aux images que je captais sur place. Donc il y a eu Don't Go To Iran, Don't Go To Algeria, Don't Go To Georgia, enfin bref, il y a eu une 15aine d'épisodes. C'était sur une chaîne qui s'appelle Tolt Around the World, qui est un peu entre parenthèses depuis un moment, depuis principalement le Covid. Et c'est une série qui a très bien fonctionné, hein. Il y a des vidéos à plusieurs millions de vues. Et voilà, l'idée c'était vraiment de casser un peu les idées reçues sur des destinations à la base
plutôt insolites ou peu touristiques. Et après, j'ai élargi un peu en faisant aussi découvrir d'autres destinations qui sont attirantes, comme le Canada, comme la Suisse. Parce que, en fait, même dans ces destinations-là, il y a toujours des clichés à déconstruire. Ouais. Mais déjà, t'étais pas trop dans cette vibe doigt de pied en éventail, dans le sable fin. Non, pas du tout. Okay. Ouais, non, j'avais quand même soif de découvrir plutôt des pays peu touristiques. C'est vrai que moi, pour le coup, quand je vois qu'il y a un endroit qui est pris d'assaut par les touristes, j'ai plutôt tendance à le fuir, même si je peux comprendre le succès de certaines destinations. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plutôt de découvrir des pays qui avaient gardé un peu leur authenticité. Et du coup, depuis le Covid, plus d'avions là ? Zéro depuis le Covid ? Zéro depuis mars 2020. Et ouais, comme je te le disais, en fait, alors, j'ai le chiffre en tête pour 2018. En 2018, j'avais fait le calcul, il y a vraiment 50% de mes revenus qui provenaient directement de compagnies aériennes. Et après, à part ça, quasiment la totalité de mes voyages nécessitait de prendre l'avion. Mais vraiment, j'étais super dépendant de l'avion. Enfin, en tout cas, je pensais l'être vraiment, mais finalement, l'avenir m'a montré que non, je n'en étais pas dépendant et que je pouvais totalement m'en passer. Alors, je suis super content parce que c'est le 2e épisode en quelques jours là qu'on enregistre avec des gens qui ont eu une vraie bascule personnelle et qui a influencé leur travail en plus de leur mode de vie et qui en plus est une réussite. Donc, super content de ça. Aujourd'hui, tes sources de revenus principales, elles viennent d'où ? Ben en fait, au moment où on sort du Covid, enfin sur le premier été, donc été 2020, je me dis prenons ce bouleversement du tourisme comme une opportunité. De toute façon, moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête cette idée de me recentrer sur la France et sur l'Europe. Principalement pour des raisons écologiques, hein. Et aussi parce que ça m'intéressait de découvrir ce qu'il y avait autour de moi. Et donc, je suis parti dans la Creuse. Vraiment au moment du déconfinement, tu vois, genre au mois de juin, je pars dans la Creuse. Je me souviens, je passais les coups de fil pour essayer de monter le projet au moment où on avait encore la restriction des 100 km. Et donc, je monte ce projet un peu à la va-vite. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va aller autoproduire un premier épisode dans la Creuse et on va reprendre un peu ce concept de casser les clichés. Donc, ça s'appelle N'allez pas en Creuse. Et donc, on y est allé en juin. On a fait un épisode avec les moyens du bord. Et finalement, ça a très bien marché aujourd'hui l'épisode. Alors, sauf que j'ai eu une approche un peu différente. Sur les épisodes que je faisais à l'étranger, c'était des épisodes de 3-4 minutes. Ouais. Donc, c'était vraiment du clip presque un peu publicitaire, assez rapide, assez impactant. Et là, je me suis dit que je trouvais ça intéressant d'avoir une approche plus documentaire en donnant la parole aux gens sur place, en faisant des interviews, en prenant un peu plus le temps d'aller en profondeur. Et donc, je suis parti en Creuse et on a fait ce N'allez pas en Creuse qui a franchement très bien marché. Là, aujourd'hui, je pense qu'il doit être à plus de 100 000 vues. Et donc ça a été mon gagne-pain pendant ces dernières années. C'est ce que j'ai le mieux vendu, c'est des épisodes N'allez pas vers des destinations. Et donc là, tu vends quoi ? Tu vends à un office du tourisme ? Tu vends Ouais. La plupart du temps, je vends ça à des comités régionaux ou départementaux de tourisme. Et sinon, parfois, ça m'est arrivé aussi d'avoir d'autres types de partenaires. Je pense notamment à la Corse. J'ai fait un épisode N'allez pas en Corse, où là, j'avais eu un budget de la part de Babel, qui est une application pour apprendre des langues. Donc, vraiment, ouais, sur les... Tu t'es mis au patois corse là-bas, c'est ça ? Ils n'ont pas encore le corse référencé dans l'appli, mais bon, j'ai parlé de l'italien, parce que c'est un truc que j'apprends depuis... justement, je m'y suis mis un peu sérieusement depuis le Covid. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en gros, je vis principalement grâce à cette série depuis 2-3 ans. Mais là, quand même, ces derniers temps, j'ai eu d'autres types de partenaires, des marques, des partenaires ferroviaires. Enfin, voilà, Okay. Là, par exemple, cette année, mon plus gros client, c'est l'AOP Beaufort, qui est un fromage que, à titre perso, j'apprécie énormément. Et donc, c'est mon plus gros client de l'année. Ok, c'est quoi les autres types ? Donc ça va être des marques, tu les sélectionnes, comment est-ce que tu les valides ? Tu es très très sélectif parce que est-ce que tu es passé de je veux plus de compagnie aérienne à je suis hyper select, ou est-ce que tu t'autorises des marques un peu pas forcément délétères, tu vois, mais qui n'ont pas forcément une ambition climatique ou de terroir forte ? Je suis assez sélectif. Après, même quand je prenais l'avion, j'étais déjà assez sélectif parce que j'avais une proposition de Coca
pour sponsoriser un documentaire justement que je voulais faire en Algérie pour documenter une association qui ramassait les déchets, parce qu'il y a un gros problème de déchets en Algérie. Ouais. Et donc Coca m'appelle, il me dit qu'ils veulent sponsoriser le truc. Donc moi je leur dis, les gars, vous êtes gentils. Moi, problème et solution. Je suis pas fermé complètement, mais par contre, si on travaille ensemble, il faut que vous me montriez patte blanche et que vous montriez ce que vous voulez faire vraiment pour régler ce problème à votre niveau, parce que vous savez très bien que vous avez une grande responsabilité là-dedans. Donc finalement, j'ai fini par refuser. Et voilà, mais sinon aujourd'hui, oui, je suis évidemment assez sélectif. Après, voilà, il y aura toujours des gens pour me reprocher certains partenariats. Je pense notamment à l'AOP Beaufort. Et en vrai, c'est plutôt sain que les gens me questionnent sur mes partenariats. Parce que tu t'étais pas posé la question, ou parce que tu savais pas forcément que ça pouvait être... alors je sais pas si c'est tendancieux ou si c'est critiquable, entre guillemets, mais tu le savais ou tu te disais on verra bien? J'en avais conscience. Ouais. Je savais, mais surtout je savais que ça pouvait faire réagir au niveau de la communauté plutôt végane, spéciste, etc. Je sais plus si on dit spéciste ou antispéciste. Enfin bref, les personnes qui sont très concernées par la maltraitance animale, etc. Ça, pour le coup, moi, c'est un sujet qui me touche moins. Je dis pas du tout que je suis pour l'industrie, enfin l'agroalimentaire industriel et tous les traitements justement qui vont avec. Par contre, le fait de manger des animaux de temps en temps me pose pas de cas de conscience s'ils ont été bien traités, etc. Ça, c'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Je pense que c'est compatible avec nos objectifs climatiques. Si tu manges un peu de viande de temps en temps, un peu de poisson de temps en temps, que c'est pêché de manière sélective, par exemple. Ouais. Pour la viande, il y a des mecs qui bossent très bien, tu vois. Donc, ça me pose pas de cas de conscience, mais je savais effectivement que bosser avec une AOP de fromage, ça risquait de poser problème à ce niveau-là. Après, il y a une personne qui m'a questionné là-dessus, notamment au niveau de l'impact du fromage, de l'empreinte carbone. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'en apprendre un peu plus à ce sujet, ouais. Même si j'avais conscience que le fromage, c'était évidemment moins bien que de l'alimentation végétale. Mais ça m'a permis aussi de voir que le fromage pouvait avoir un impact, par exemple, supérieur au poulet, etc. Ouais. Donc le fromage de vache, d'ailleurs, en priorité. Voilà, le fromage de vache. Donc c'est sûr que c'est un truc qui me questionne. Après, voilà, là où je suis à l'aise avec le Beaufort, c'est que c'est un fromage... du coup, ça m'a permis quand même de découvrir comment c'est produit. C'est un fromage qui est fabriqué sur un volume qui est petit. Tu vois, c'est vraiment limité à une zone géographique. Il y a un cahier des charges qui est très précis, qui est très exigeant. Ils ont sûrement plein de choses à améliorer, mais voilà, je pense que c'est le genre de fromage qui est quand même... je pense qu'il... c'est pas le fromage qui pose vraiment problème. C'est pas du Babybel, quoi. Voilà, c'est pas du Babybel. Voilà, mais après, du coup, ce qui est bien en travaillant avec eux, c'est que moi aussi, je leur pose des questions, je leur demande ce qu'ils font, etc. Et je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès et refuser toute collaboration avec quand même des entités qui, quand même, peuvent aussi avoir envie de mieux faire, de s'améliorer, etc. Ok, ouais, je suis assez d'accord. C'est quoi ton plus beau voyage bas carbone, celui qui tu te dis franchement c'était incroyable, celui qui t'a mis le plus dans les mirettes, ou vraiment tu te dis ok, ça je m'autorise à en choisir deux quand même. Vas-y mais je veux des anecdotes, je veux des trucs un peu croustillants, du coup trucs qui donnent envie à tous les gens qui écoutent là de se dire ça aussi je vais le faire. Il y a deux voyages vraiment que j'ai adoré, c'est tout récent. Il y en a un en Sicile. Je suis allé en Sicile. On l'a bien vu sur les réseaux, celui-là. Voilà. Je suis allé en Sicile en avril parce qu'il y a un train de nuit en fait qui part de Milan ou Rome ou même de Naples. Et t'as un train de nuit qui va jusqu'en Sicile. T'as plusieurs trains de nuit qui vont jusqu'en Sicile. Et en fait, tout le monde se dit mais attends, mais comment c'est possible ? C'est une île, la Sicile. Bah ouais, c'est possible parce que le train est chargé sur un ferry. Et donc en fait, ton train arrive au bout de la Calabre et ensuite il est chargé sur un ferry. T'as une petite traversée de genre une demi-heure. Et ensuite, le train est déchargé en Sicile et il continue sa route en Sicile. Donc ça, je trouve que c'est un truc assez exceptionnel et qui te montre quand même à quel point, voilà, je veux dire, on était capable de faire plein de choses avant l'avion. Parce donc, que c'est pas récent comme... franchement, je sais pas, mais j'imagine que c'est un truc qui a sûrement dû être créé avant les années 70-60, quoi. J'imagine.
Donc voilà, en gros, je trouve que ce voyage est assez magique parce que c'est un train super original. En plus de ça, franchement, les paysages sont somptueux. Sur le retour, du coup, on a fait Palerme-Milan. Et franchement, mais tout le début, tu longes la côte nord sicilienne. Donc, tu es vraiment au bord de l'eau. L'eau est turquoise. Enfin, c'est super beau. Et ouais, il y a ce passage dans le ferry qui est assez magique. Et puis évidemment, la Sicile, c'est une super destination. Donc voilà, ça, c'est ma recommandation numéro 1. Recommandation numéro 2, qui est aussi super originale et que j'ai adoré et que j'ai pu faire plusieurs fois, c'est aller en Corse à la voile. Donc ça, je l'avais déjà fait une première fois quand j'étais petit, parce que j'ai la chance d'avoir un père qui est très voileux. Donc on avait fait une croisière en famille, où on avait fait cette traversée aller-retour. Et donc j'avais déjà pu voir ce que c'était de se mettre sur le pont et de découvrir un ciel magnifique et étoilé. Et je l'ai refait il y a 1 an pour un projet, pour ce fameux tournage en Corse là, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Babel. Et donc là, c'était un peu différent parce que j'ai dû trouver un bateau, trouver un skipper, monter un peu le projet. Et en fait, ça s'est super bien passé, donc trop cool. On a vu des dauphins, on a vu des geysers de baleines au loin. Et puis voilà, la Corse, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter l'île de beauté. C'est vraiment une super destination aussi. Ouais, ça s'appelle pas comme ça pour rien. Voilà, on a Maxime de Rostolan qui est passé dans le podcast, qui a monté Sailcop et qui fait les allers-retours aussi maintenant. Voilà, exactement. C'est de ça que je voulais parler là pour finir sur la Corse. Donc il y a eu cette deuxième fois il y a 1 an et là je viens de le refaire en mai. Je viens de retourner en Corse à la voile en passant par Sailcoop. Okay. Et pareil, c'était génial. On a vu une petite dizaine de dauphins. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des dauphins, mais en tout cas de cette famille-là. Et franchement, c'était génial. Et voilà, je ne peux que recommander cette expérience. Est-ce que c'est long ? Moi, ça me semble pas long parce qu'aujourd'hui, mon rapport au temps, il est différent. Mais si tu dis 20 heures de voyage, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça long. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que déjà sur les 20 heures, il y a une partie où tu dors. En fonction de ta capacité à dormir, ça peut être 8 à 5-6 heures. Ça dépend si tu veux te faire le coucher de soleil, enfin le lever de soleil. Il y a des moments où tu prends des repas, donc c'est pas du temps perdu, tu vois, c'est aussi des moments de vie, voyage, c'est des moments de vie. Et donc voilà, moi aujourd'hui ça me paraît pas long. 20 heures, et au contraire je trouve ça génial parce que sur ces 20 heures t'as un vrai moment de déconnexion complète, c'est-à-dire que tu captes plus, t'as plus de réseau, donc t'as pas d'autre choix que de profiter. Et ça je trouve que c'est un truc qui est tellement rare maintenant que c'est plutôt un luxe. Mais bon, voilà, 20 heures, tu vois, sur un voyage, sur des vacances de 10 jours, ça se fait largement. Si tu pars dans l'optique que ton voyage il démarre au moment où tu quittes le port et que tu vas vivre une expérience et que c'est pas juste une translation d'aller à un point B, un point A à un point B, ça, c'est une autre approche. Moi, j'ai fait de la voile aussi entre Marseille et la Corse. J'en ai fait beaucoup en Bretagne. C'est des trucs qui sont... Enfin, c'est magique à chaque fois comme moment. Ouais. Je pense en train, celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est le Paris-Barcelone. Qui va passer en fait près des Pyrénées, sur les grands lacs à côté de Leucate. Il y a des flamants roses, il y a la barrière des montagnes à côté, il y a la mer d'un côté, les petits lacs de l'autre. T'as l'impression d'être presque dans les Landes, et puis d'un autre côté t'es sur la mer Méditerranée. Si t'as une très bonne visibilité, tu peux voir quasiment jusqu'à Marseille. C'est hallucinant comme passage, je trouve. Ouais, non, il est super beau aussi. C'est vrai que la première partie où tu traverses la France, c'est beaucoup de champs. On a quand même, aujourd'hui, la campagne française a été pas mal dessinée par l'agriculture. Mais ce passage, effectivement, où tu arrives un peu en Occitanie et tu passes en Catalogne. Mais bon, de toute façon, le train, tu prêches un converti. Et tu vas où cet été ? Et cet été, je vais dans les Balkans. Justement, j'ai embrigadé. Là, ça fait quelques années maintenant que j'arrive à embrigader des potes dans des voyages sans avion. Alors c'est cool pour la création de contenu, du coup ça permet d'avoir d'autres gens qui tiennent le téléphone. Généralement j'essaye d'y aller un peu mollo sur la création de contenu là-dessus. J'essaie justement au moins de me faire des vraies vacances. Maintenant là, je fais quand même des reels, mais juste avec mon iPhone, donc je fais des trucs assez simples. Mais pour revenir un peu au côté embrigader des potes, il n'y a rien de plus efficace pour convertir des potes au voyage bas carbone que d'arriver avec une solution clé en main, où tu leur dis, voilà, j'ai regardé, il y a tel itinéraire, si vous voulez, je prends les billets, je machin. Tu leur arrives avec un truc livré, là, ils se poseront pas trop de questions et ils tueront. Ouais, c'est-à-dire que tu te prends une grosse charge mentale quand même, à organiser le truc même pour 4 ou 5. Après, si c'est juste le trajet, au final,
l'organiser pour toi ou pour 3-4 personnes, c'est pas beaucoup plus lourd. Mais oui, c'est sûr, c'est des efforts en plus. Encore une fois, c'est assez aberrant de se dire que avoir un mode de vie compatible avec les limites planétaires repose que sur ceux qui s'en soucient. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai problème. Mais en tout cas, si jamais vous voulez convaincre votre entourage de voyager de façon plus responsable, et ben, je pense que la meilleure façon, c'est d'organiser un truc, d'arriver avec une vraie proposition et de leur dire, voilà, j'ai déjà commencé à réfléchir à ça, si vous voulez, je m'en charge. Et après, une fois qu'ils y goûtent, en général, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas si horrible et c'est même plutôt sympa. Ouais, nous, on a fait tu dis que tu vas dans les Balkans. On a l'habitude d'aller en Roumanie l'été. On est revenu de Roumanie en train parce qu'on avait 3 jours et c'était incroyable. On est parti donc du nord de la Roumanie, on est allé jusqu'à Budapest, on a passé l'après-midi dans les thermes, on a passé une super soirée à Budapest. Lendemain matin, on a passé la nuit sur place. Lendemain matin, un train jusqu'à Salzbourg. On a passé la journée à Salzbourg. On a visité le château, on s'est baladé dans la ville, on a fait une randonnée. Lendemain matin, à Salzbourg-Paris. Et en fait, en 2 jours et demi de voyage, on a visité 3 villes, on a pu passer du vrai temps, on s'est posé, c'était incroyable c'est clair. Comme expérience. Le problème, c'est maintenant, on voit tellement le déplacement comme un truc chiant, alors que dans le voyage, il y a quand même cette idée de déplacement. Normalement, ton voyage, il démarre pas juste au moment où tu arrives sur place. J'entends beaucoup trop de gens dire ou commenter sur les réseaux attends, moi c'est pas avec 5 semaines de vacances, j'ai pas envie de passer 48 heures dans les transports. C'est ton problème si t'es pas capable d'apprécier un moment où justement tu peux lire, tu peux regarder les paysages, tu peux je sais pas, même regarder une série. Enfin, c'est des trucs qu'on fait chez soi, pourquoi pas en profiter aussi dans le train. En vacances, ça nous arrive de regarder des films, des trucs, pourquoi pas le faire dans le train. Je pense qu'il y a vraiment tout un imaginaire effectivement à retravailler, quoi. C'est quoi l'itinéraire du coup pour les Balkans ? Alors l'itinéraire pour les Balkans, on voulait quand même prendre un train de nuit pour essayer d'engranger un peu de distance pendant qu'on dort. Ça, c'est quand même assez pratique. Donc on fait Paris-Zurich. Ouais. Zurich, je connais, c'est une ville qui est assez jolie, assez sympa. T'as des piscines et tout. Enfin, tu peux te baigner dans les rivières, c'est vraiment cool. Après, le prix, on en reparlera une autre fois. Faut pas y rester trop longtemps. Mais bon, voilà, pour un après-midi, ça devrait le faire. Donc, on prend un train pour Zurich le matin, on passe l'après-midi là-bas. Ensuite, le soir, on prend un train de nuit qui nous amène jusqu'à Zagreb. Une fois arrivé à Zagreb, on reprend un train pour aller jusqu'à Split. Et une fois à Split, on va passer une soirée là-bas, sûrement. Ensuite, on prend un ferry pour aller à Dubrovnik, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on reprend un ferry qui nous amène... Non, pardon. On prend un ferry de Split qui nous amène jusqu'à Jvar. Ensuite, à Jvar, on prend un autre ferry qui nous amène jusqu'à Dubrovnik. Et une fois à Dubrovnik, on prend un bus qui nous amène à Podgorica. Et après, Podgorica, il faut qu'on voit peut-être que... J'ai pas réussi à faire du 100% train. Ils veulent quand même louer une bagnole une fois arrivé dans le Monténégro ou en Albanie. Après, voilà. Je pense que c'est déjà pas mal d'avoir réussi à les convaincre de ne pas prendre l'avion. Est-ce que tu calcules ton émission carbone sur chacun de tes déplacements quand tu fais ça ou pas ? Ou tu te dis, de base, train, et puis après on voit ? En fait, je me dis que c'est déjà le fait de plus prendre l'avion, tu sais que tu as fait une grande partie du travail. Donc je calcule pas pour mes trucs perso. Après, par contre, nous sur nos itinéraires, ça nous arrive sur les réseaux sociaux. Là, pour l'instant, sur le site, on attend vraiment d'avoir une méthode de calcul vraiment béton pour le mettre en place. Mais sur nos réseaux sociaux, t'as vu que Gringo vient de sortir un comparateur super solide là. Ouais, j'ai vu. J'ai pas creusé leur méthode de calcul sur l'empreinte carbone parce que c'est un truc sur lequel je me suis penché et c'est quand même très compliqué. Ouais. Donc je serais curieux de savoir comment ils ont fait ça. Ça se trouve c'est très bien, mais je sais que c'est un truc super compliqué, donc je vais aller voir ça. J'ai essayé de l'utiliser pour aller en Europe de l'Est, justement, leur comparateur. Malheureusement, ils trouvent pas les avions directs, donc il estime qu'il y a des escales, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Et aussi, ils trouvent pas forcément les trains quand il s'agit pas uniquement de la compagnie SNCF. Donc c'est un peu compliqué pour moi. En fait, c'est tellement compliqué, il y a tellement de données et tout, c'est un casse-tête de ouf. Je leur mets au crédit que pour tous les déplacements en France et limitrophes, c'est excellent. Mais de toute façon, ils sont, pour l'instant, leurs hébergements, ils sont plutôt que en France, si je dis pas de bêtises. Donc bon, ils ont déjà fait une bonne partie du travail pour la France, donc ça c'est cool. Et puis c'est vrai que la méthode, pour le coup, calculer en France, c'est beaucoup plus facile. Toutes les données sont faciles d'accès, donc. Mais ouais, du coup, ça m'arrive souvent pour nos posts sur les réseaux sociaux quand on parle d'un itinéraire de faire le calcul, mais pour le coup, je le fais vraiment à la main.
Et donc là, ça me permet de me rendre compte effectivement que par exemple des itinéraires qui passent par l'Allemagne, qui passent par même par l'Italie, tu vois, l'itinéraire en Sicile, malheureusement, il est beaucoup moins bas carbone qu'on le pense. Parce que c'est du train diesel ou c'est ça ou... Bah parce que déjà, l'électricité en Italie, elle est beaucoup plus carbonée qu'en France. Ouais. Et puis c'est pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne, le facteur, c'est du x12, quoi. Ça dépend, après ça varie un peu, mais potentiellement, ton kilomètre en train en Allemagne, il pollue 12 fois plus qu'en France. Ouais. Donc ça, c'est... Après, 12 fois plus qu'en France, si tu le mets en comparaison des 50 fois plus pour l'avion, a priori, tu restes quand même au moins 4 ou 5 fois moins émetteur que si tu prenais l'avion. Je tiens à clarifier quelque chose. Le train reste la meilleure solution qu'on ait. Ça, c'est clair et net. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que le train n'est pas moins bas carbone, enfin n'est pas plus bas carbone que l'avion, ça c'est clair. Nous, sur nos itinéraires, là, justement, le pire que j'ai vu, c'est, je crois que c'était 2 fois moins polluant. Ok. Mais sinon, il y en a plein où c'est 7 fois moins, 5 fois moins, 10 fois moins. Et ce qui n'est pas rien du tout. Hein. Je veux dire, réduire. Si on divisait tous notre empreinte carbone par 2, ça serait énorme. Ne serait-ce que ça. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas prendre le train au long cours. Mais j'espère juste que les pays comme l'Italie, l'Allemagne, etc. vont vite produire leur électricité différemment pour essayer justement de rendre le train plus propre. Est-ce que tu penses qu'on peut continuer à aller partout ? Complètement, ouais. Ouais, je pense que on peut vraiment absolument aller partout du moment qu'on s'autorise à prendre le train, la voile, voilà. Prendre le temps. Voilà, et prendre le temps, exactement. Je pense aux auditeurs là, qui se disent vas-y, moi j'ai envie cet été de faire un truc un peu low carbone. C'est quoi tes étapes de préparation, celles que tu recommandes quand tu te dis j'ai envie d'aller à cet endroit-là? Est-ce que tu commences par te dire ok, quels sont les trains disponibles pour aller dans cette région du monde, ou est-ce que tu vois une destination et tu te dis comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver? J'ai pas mal de potes, tu vois, qui me disent on avait envie de partir en Norvège, on a regardé tous les trucs disponibles pour essayer d'y aller sans avion, et finalement, en fait, comme ça prenait 4 jours si on le faisait sur les dates qu'on voulait, on a fini par y aller en avion, par exemple, tu vois. Et est-ce que du coup, à ce moment-là, toi, tu te dis je regarde la destination et je vois comment je fais pour y aller, ou alors je regarde les transports et si jamais j'ai pas de solution, je change de destination? C'est quoi tes étapes? Moi, mes étapes, ça dépend. Parfois, effectivement, j'ai envie d'aller dans une destination précise, et surtout si c'est un voyage avec des potes, t'es obligé de te fixer quand même un peu sur une destination. Ouais. Parfois, c'est plus un train en particulier qui va me motiver. Je pense à ce train de nuit, qui allait en Sicile. Là, c'était vraiment l'expérience de ce train de nuit qui me motivait dans le fait d'aller là-bas. Donc là maintenant je commence à vraiment un peu me passionner des trains, et je vais pas mentir aux auditeurs, c'est une passion qui est venue plutôt sur le tard, hein. J'ai toujours bien aimé le train, mais je veux dire, je peux pas me prétendre passionné comme d'autres qui pour le coup sont sur ce créneau depuis très longtemps, et pour le coup eux c'est vraiment des mines d'or. Je pense notamment à Thibaut Constant qui a une chaîne qui s'appelle Simply Railway, qui est un mec en plus super sympa. Et lui, il est cheminot de père en fils, il est passionné par ça, il a une connaissance technique de tout ça qui est exceptionnelle. Donc, c'est pas du tout mon cas. Mais maintenant, je commence à tellement prendre goût au train que parfois il y a des voyages qui sont plutôt motivés par le mode de transport. Après, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas autant initiés que moi et qui n'ont pas autant creusé le sujet que moi, évidemment, le premier conseil que je vais leur donner, c'est d'aller sur why.voyage, parce qu'on a quand même plus d'une centaine d'itinéraires maintenant, un peu partout, principalement en Europe, mais pas que. On a la Géorgie, on a le Maroc, il y a quelques itinéraires assez originaux et sympas. Et si jamais ils trouvent pas leur destination, il y aura quand même peut-être des clés pour s'en rapprocher. Je pense, je sais pas, imaginons tu veux aller à Prague, peut-être que sur notre site ils vont trouver un itinéraire pour aller jusqu'à Budapest, et une fois que tu es à Budapest, c'est super simple. Donc là on enrichit petit à petit, parce que c'est des itinéraires qu'on rentre manuellement à chaque fois, donc forcément ça prend du temps, mais voilà, le premier réflexe je pense que c'est d'aller sur why.voyage, parce que peut-être qu'ils vont trouver un itinéraire qui leur plaira sur notre site. Une destination, ouais. Et puis voilà, si jamais ils voient que ça y est pas, peut-être qu'il y a d'autres destinations qui vont leur donner envie. Et surtout qu'on essaye quand même souvent de privilégier les itinéraires qui font du sens
C'est-à-dire qu'il va y avoir du train de nuit, qu'il va y avoir des trucs sympas sur le chemin. Enfin, on essaye de faire des trucs cohérents. C'est pas des algorithmes qui vont juste essayer d'optimiser ton temps et de te faire passer par des villes qui n'ont pas trop d'intérêt, etc. Enfin, on essaye quand même de proposer des trucs vraiment sympas, quoi. Toutes les destinations, tous les itinéraires qui sont proposés sur Ourail, vous les avez faites dans l'équipe? Il y a quelqu'un qui les a testés, entre guillemets? Non, pas tous. Après, tous les itinéraires qu'on propose, soit c'est des trucs que j'ai testés ou que quelqu'un dans l'équipe a testé, soit c'est des trucs qu'on a trouvés sur des blogs spécialisés, des forums, voilà, en fouinant pendant des heures, etc. Donc, en fait, nous, en plus de tester, on fait aussi tout le travail de recherche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de régler un peu ce problème avec Ourail, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué de d'organiser un voyage en train, un long voyage en train. Faut souvent aller s'armer de patience et chercher sur au moins 2, 3, 4 sites différents. C'est quoi la différence entre Ourail et un blog de voyage, du coup? Alors pour l'instant, nous, on n'a pas trop cette partie éditoriale que tu vas avoir sur un blog, où tu vas avoir vraiment une description, etc. Là, pour l'instant, on a vraiment voulu lancer le truc rapidement avant l'été pour essayer de filer un coup de main à un maximum de monde avant l'été. On est en train de l'ajouter, cette partie éditoriale. Donc, il va y avoir des astuces, des conseils sur les trucs à visiter sur place. Il va y avoir aussi une petite présentation de l'itinéraire. Là, on a rajouté des vidéos aussi. Donc, le site va être enrichi, là, justement, dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est vrai que la limite va être de plus en plus fine, mais pour l'instant, nous, on prétend pas du tout être un blog. Nous, pour l'instant, on est plutôt un facilitateur, c'est-à-dire qu'on va vraiment, sur chaque itinéraire, on va te décrire chaque étape avec la durée, le type de transport et le bon lien pour réserver. En fait, plutôt que avant, tu devais chercher sur des blogs, savoir sur quel site tu devais réserver, etc. Bah là, maintenant, tu as tout un peu, tu sais sur quel site réserver sur un seul site. Ok. À quand le site de réservation unique pour l'Europe, du coup? Alors, parce qu'aujourd'hui, du coup, si tu as besoin, là, par exemple, si tu as besoin d'aller en Sicile, si tu fais Paris-Sicile, tu réserves sur SNCF et sur Trenitalia. C'est ça? Si tu veux aller à Prague, tu dois aller sur SNCF plus IBN ou IBC, je sais plus comment s'appelle la compagnie tchèque, mais il y a la compagnie allemande aussi en plus, qui est HBB ou un truc comme ça. OBB. C'est exactement ça. En fait, sur tous les trajets en France et les trajets internationaux qui sont desservis par SNCF, donc je pense notamment... beaucoup de limitrophes, mais Belgique, Pays-Bas, Allemagne. C'est ça, le Thalys, tous ces trucs-là. Donc tous ces trajets-là, ils vont être, on va renvoyer vers SNCF Connect, qui est notre partenaire privilégié, et en plus c'est là que tu trouveras les meilleurs prix, parce qu'il n'y a pas de frais de réservation en plus. En plus maintenant leur appli, elle marche nickel. Donc c'est vraiment, en France c'est le meilleur site, il n'y a pas à hésiter. Par contre, dès que tu vas sortir effectivement de France et que tu vas te retrouver en Italie, en Espagne, etc., là on va plutôt te diriger vers Trainline, qui est quand même assez efficace. Sur la France aussi, mais il y a des frais de réservation maintenant. Et ils sont assez efficaces sur les pays limitrophes. En revanche, là où il y a effectivement plus de travail, c'est sur les pays dès qu'on s'écarte un peu. Donc dès que tu sors de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Là, on va vraiment dénicher les bons sites locaux. Donc effectivement... En Hongrie, ça va être le site hongrois. Après, sur les trains de nuit, il y a pas mal d'OBB, qui est la compagnie autrichienne. Voilà. Donc, on va dire, on fait ce travail un peu de dénichage, de pré-mâchage pour les gens. Pourquoi est-ce que vous utilisez pas juste une base de données existante pour référencer des trajets ou des itinéraires sympas bas carbone plutôt que de le faire à la mano? J'ai l'impression que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? La raison, c'est principalement le manque de moyens humains et financiers. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à une base de données, même si tu arrives à trouver une base de données gratuite, il faut réussir à l'implémenter, donc il faut avoir les ressources techniques pour le faire. Donc là, voilà. C'est juste que moi personnellement, j'ai pas les ressources, j'ai pas les compétences. Après, là, en interne, pour le coup, on s'est bien renforcé, donc on a beaucoup de gens qui pourraient avoir les compétences, mais le problème, c'est que c'est des gens qui donnent de leur temps de façon bénévole pour l'instant. Donc là, c'est clairement le manque de moyens. Après, c'est des trucs qu'on a en tête et on espère pouvoir y arriver,
Mais bon, en même temps, c'est aussi un peu ce qui fait le charme, quoi. C'est voilà, les itinéraires, on y a mis du cœur et c'est des trucs auxquels on a réfléchi. C'est quoi le futur de Hurail du coup? Le futur de Hurail, et ben à terme, moi j'aimerais que ça devienne. Excuse-moi. Le futur de Hurail, et bien à terme, moi j'aimerais que ça devienne vraiment le site. En tout cas, je ne sais pas si ça va évoluer en application, on verra, ça c'est des trucs auxquels on réfléchira plus tard, mais en tout cas, je voudrais que ça devienne vraiment l'outil référence pour organiser ces voyages responsables. Et je dis bien voyage responsable parce que dans voyage responsable, il y a évidemment la partie transport, mais il peut y avoir aussi la partie hébergement, il peut y avoir la partie logistique, où est-ce que tu mets tes bagages, et puis aussi peut-être, voilà, je sais pas, des conseils un peu sur comment visiter un site naturel. Enfin voilà, pour le coup, à terme, j'aimerais que ce soit un truc complet et que les gens n'aient plus à se poser la question de savoir où ils vont pour avoir des renseignements sur comment voyager de façon responsable. Je veux que tout soit sur cet outil-là. D'accord, donc ça veut dire référencer, par exemple, référencer Gringo, référencer des conciergeries à côté des gares, référencer, c'est ça, qui pourrait accéder pouvoir accéder depuis Hurail à plein de services différents qui sont tous engagés là-dessus. Ouais, sur Gringo, par exemple, c'est déjà des partenaires. On a déjà fait des petites opérations sur les réseaux sociaux. Moi, en fait, j'avais déjà travaillé avec eux via mes réseaux propres Tolt. Donc c'est des gens, voilà, on sait qu'on partage les mêmes valeurs, on sait qu'on a le même objectif, donc on sera sûrement amené à travailler avec eux. Donc oui, à terme, on va sûrement intégrer des recommandations d'hébergement, par exemple des hébergements près de la gare ou des trucs comme ça, parce que voilà, c'est bien d'accompagner les gens sur la partie transport, mais si on peut aussi les aider à trouver le bon hébergement pour vivre leur voyage en train de la façon la plus confortable, c'est cool. J'aimerais qu'on parle un peu du train. Alors, on en a beaucoup parlé, mais en termes comment on l'utilise, comme transport modal, en fait. Mais j'imagine que tu as quelques petits insights un peu sur le développement du train en France. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur une bonne phase? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es content de ce qui se passe aujourd'hui au niveau peut-être sur le niveau administratif public? Est-ce que le train est en bonne marche? Alors, je suis content de ce qui se passe au niveau de l'opinion publique. Ouais. C'est-à-dire que le train a le vent en poupe, ça c'est clair et net. On n'a jamais autant parlé de train dans les médias. Après, voilà, je suis un peu dans ma bulle, donc faut que je m'en méfie. Mais voilà, y a quand même beaucoup d'indicateurs qui montrent que le train a le vent en poupe, que ce soit au niveau des réservations, etc. etc. En revanche, au niveau public, on ne va pas du tout assez loin, ça c'est une certitude. Pour l'instant, ils sont plutôt dans la mesurette. Dans les coups de com' que dans ce qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est d'un côté, on demande à la SNCF d'être rentable. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai un peu du mal avec tous ceux qui tapent sur la SNCF, même si, évidemment, la SNCF n'est pas parfaite. C'est une société, donc comme toutes les sociétés, elle va faire des erreurs. Il va y avoir parfois des problèmes de gestion. C'est une société, donc c'est constitué d'humains, donc forcément il y a des erreurs. Et qui est probablement une des sociétés françaises qui est la base de clients consommateurs finaux la plus grande de France, a priori. Quand même. Bah ouais, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière, au niveau gestion de personnel, au niveau gestion d'infrastructure, etc. Enfin, c'est quand même une immense machine, donc à faire bouger, c'est pas immédiat. Mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on demande d'un côté à la SNCF d'être rentable. Aujourd'hui, on sait ce qui est rentable, c'est plutôt le TGV, parce que ton TGV, il va faire 4 allers-retours dans la journée, alors que ton train de nuit, par exemple, tu le fais rouler la nuit et une seule fois dans ta journée. Ouais. Donc, il y a un vrai souci de rentabilité sur le train. J'avais même pas imaginé le truc comme ça, ouais, raison. Les gens n'y pensent pas. Et donc, en fait, sur 24 heures, ton train de nuit, il aura roulé une fois, ton TGV, potentiellement 3 à 4 fois, voire plus. Donc, forcément, tu auras vendu beaucoup plus de billets. En plus, ton train de nuit, tu peux pas non plus le vendre trop cher parce que ça prend plus de temps. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui rechigneraient à le prendre. Donc, c'est pas si simple. En fait, il faut bien se rendre compte que si on veut vraiment développer le train de nuit en France, ce qui serait souhaitable, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière et il faut qu'on lâche un peu de l'Est à la SNCF et qu'on finance ça de façon publique. Donc je pense pas que les seuls responsables ce soit la SNCF et souvent on aime bien taper sur la SNCF. Mais en gros ce que tu dis c'est qu'on manque de train de nuit. Je pense que
Là, les petits effets d'annonce sur le train de nuit, c'est très timide et c'est pas du tout suffisant. On pourrait aller beaucoup plus loin. Mais d'après ce que j'ai compris, en gros, la SNCF ne pousse pas spécialement le train de nuit parce que forcément, ils sont frileux à lancer des projets qui sont pas rentables. Et l'État met vraiment un peu le minimum syndical pour relancer un peu le train de nuit. Et donc, la mise en concurrence là-dedans, ça peut aider ? La mise en concurrence, est-ce que ça peut aider ? Voir que OBB met le paquet sur le train de nuit, peut-être que ça va donner des idées aux autres. Mais OBB, pour mettre le paquet sur le train de nuit, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. C'est-à-dire qu'ils sont soutenus par l'État. Bon, ils ont le ticket climat, ils ont donc le ticket climat, c'est un ticket unique à je sais plus combien. J'ai plus le prix en tête. Mais c'est dérisoire et ça permet de voyager en illimité pendant un mois sur tous les réseaux grandes lignes du pays, je crois, comme ça. Ouais, non, mais voilà, il y a une volonté politique derrière. Malheureusement, en France, on est encore très pro-aérien parce que c'est un gros bassin d'emploi, etc. Et puis parce qu'on a au pouvoir des gens qui n'ont pas compris de l'urgence, enfin qui ne semblent pas avoir saisi l'urgence de faire bouger les choses. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de signaux qui laissent penser que le train va se relancer parce que voilà, il a le vent en poupe et on se rend compte que c'était une erreur d'abandonner toutes ces lignes de train de nuit, etc. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est trop timide. Si on reprend, en fait, la carte des trains de nuit de 1980 ou 1985 est beaucoup, beaucoup plus dense que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a fermé beaucoup de lignes. De ouf. Que ce soit des lignes de train de nuit ou des lignes de province qui relient des plus petites villes entre elles. Complètement. Mais tu sais, il n'y a même pas besoin d'en remonter si loin. Il y a des trains de nuit qui existaient encore dans les années 2010, qui ont été fermés. Je crois qu'il y a eu un gros... Je me souviens, j'avais pris le Carcassonne-Paris en 2011. Bah tu vois, Carcassonne-Paris, aujourd'hui, ça paraît limite inconcevable. Ouais. Mon père me raconte aussi qu'il prenait le train de nuit pour aller à Lorient, pour faire Lorient-Paris. Aujourd'hui, un train de nuit pour aller en Bretagne, moi, ça me paraît aberrant. Ouais. Bon, après, il n'y avait pas le TGV jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça après Rennes. Ouais, maintenant, il y a le TGV après Rennes. Mais après, le TGV, c'est top. Hein. Mais je pense que, en fait, les deux sont... C'est deux offres qui sont différentes et si on mettait les moyens publics pour justement... si on acceptait le fait qu'il y ait certaines lignes qui ne sont pas rentables pour justement permettre à des étudiants, à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de voyager de façon écologique, si c'était quelque chose qu'on acceptait, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut que ces lignes-là soient rentables. Ce serait quoi la première action qu'on devrait faire si on sort de cet épisode, on vient de l'écouter, on a passé 50 minutes à nous écouter, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que dirigeant ou... En tant qu'auditeur lambda, donc, je te laisse imaginer qui sont les personnes qui écoutent The Big Shift et me tricoter une réponse à partir de ça. Alors, imaginons qu'un des auditeurs soit un dirigeant, un haut dirigeant, je ne sais pas, européen ou français. Et on en a plein. Voilà, c'est sûr. Là, il y a Emmanuel qui nous écoute. Si l'un des auditeurs est vraiment à un pouvoir décisionnaire important, je l'encourage vivement à taxer le kérosène parce qu'aujourd'hui, le kérosène, c'est quand même le carburant des riches, globalement, puisque c'est le carburant qui fait voler les avions. Et aujourd'hui, c'est quand même un scandale qu'il ne soit pas taxé. On n'arrivera pas à une transition écologique si ce genre de carburant n'est pas taxé. Et donc, du coup, l'argent récupéré avec cette taxe, moi, je l'investirai à fond pour justement développer le ferroviaire et pour se permettre d'avoir des lignes pas rentables, que ce soit des lignes de train de nuit, que ce soit des lignes de proximité dans les régions, etc. Pour justement que les riches financent les déplacements des moins aisés. Ça me paraît être... le b.a.-ba. Et après, pour ceux qui n'ont pas ce pouvoir décisionnaire... les quelques autres qui nous écoutent, mais je suis sûr qu'ils sont très peu nombreux, eux, je leur dirais d'essayer un voyage bas carbone, ne serait-ce que de tenter un seul voyage, et à mon avis, vous verrez que vous allez adorer, et ça vous donnera tellement goût au train qu'après, vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire.
Et si vous savez vraiment pas par où partir, vous envoyez un message à Benjamin sur Tolt Voyage ou sur ourail.voyage. Je suis sûr que vous êtes hyper réactif sur les réseaux, bien sûr. On essaye. Mais après, il y a pas mal d'infos déjà sur le site, en vrai. Mais... tu peux t'en toucher. Non, sinon, vous pouvez m'envoyer un message à moi et je répondrai aussi. J'en ai testé quelques-uns. Mais ouais, non, il y a beaucoup de ressources, que ce soit sur nos réseaux ou sur le site. Et après, évidemment, si vous avez d'autres questions, voilà, on est là pour répondre. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ouais, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.